Normalement, une finale de championnat, c'est une fête. Mais pour celle-ci, le vrai match a commencé après le coup de sifflet final. On va décortiquer ensemble comment une simple rencontre a pu déclencher un véritable séisme juridique dans le foot africain. Pour bien saisir l'ampleur de la situation, il y a cette citation qui vient de l'intérieur même de la Confédération africaine de football. L'atmosphère est décrite comme la bouche d'un volcan. Franchement, l'image est parfaite. Ça dit tout de la crise qui est en train de couver. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible ? Comment le coup de sifflet final d'un match de championnat peut-il marquer le début d'une bataille juridique aussi explosive ? C'est tout le mystère qu'on va éclaircir. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première partie, un volcan au Caire, parce que, on va le voir, la vraie histoire, elle ne se joue plus du tout sur terrain, mais bien dans les couloirs du pouvoir. Et attention, ce n'est plus du tout une simple contestation sportive. L'affaire a pris une dimension mondiale. On parle de médias comme Reuters, The Guardian, Al Jazeera. Tous relaient une série de fuites explosives qui viennent de l'intérieur de la CAF. Et ça révèle une crise bien plus profonde qu'on ne l'imaginait. Alors concrètement, sur quoi repose le dossier marocain ? Qu'est-ce qui le rend si solide ? Tout part de plusieurs fuites, des fuites absolument décisives qu'on va analyser maintenant. Et on commence avec la première pièce à conviction, et elle est explosive. C'est le journal The Guardian qui la sort, un rapport supplémentaire écrit par l'arbitre du match lui-même. Et ce qu'on y lit est juste stupéfiant. L'arbitre, Jean-Jacques Ndala, écrit noir sur blanc, je cite « J'ai sérieusement envisagé de mettre fin au match en raison d'une perte de contrôle sur le banc sénégalais. » Ce sont ses propres mots. Et croyez-moi, ils pèsent très lourd. Ce qui est fascinant ici, c'est l'implication juridique de tout ça. Le rapport dit que l'entraîneur sénégalais a explicitement menacé de retirer son équipe du terrain. Pour les avocats, ce n'est pas juste une parole en l'air. Non, ça pourrait être la preuve que le Sénégal a de fait mis fin au match de son propre chef. Et ça c'est un point absolument crucial pour la suite. Deuxième fuite, et là, on monte encore d'un cran. C'est Reuters qui rapporte l'info. L'affaire est remontée jusqu'au sommet du football mondial. C'est la FIFA qui entre en jeu. Et là, la pression devient énorme. Le président de la FIFA en personne, Gianni Infantino, serait intervenu. Il aurait qualifié l'incident d'insulte au prestige de la Confédération. Rien que ça. La FIFA pousserait pour des sanctions dissuasives et exemplaires. Et les conséquences pourraient être terribles. On parle même, tenez-vous bien, d'une exclusion du Sénégal de la Coupe du Monde 2026. On arrive maintenant à la troisième fuite. Et celle-là, certains l'appellent l'arme de destruction massive de l'arsenal juridique marocain. C'est tout simple. Il s'agit d'un article. Un article très précis du règlement de la CAF. Le voilà, ce fameux article 82. Et sa logique est implacable. En gros, si une équipe refuse de reprendre le jeu, elle est considérée comme ayant perdu le match. Point. Et c'est là-dessus que le dossier marocain s'appuie, en affirmant que le Sénégal aurait à 3 reprises refusé de jouer. Et la conséquence directe de l'application de cet article, elle est illustrée par ce simple chiffre. 3-0. C'est le score d'un match perdu par forfait. C'est simple, c'est net, c'est réglementaire. Et c'est exactement ce que réclame le Maroc. Ok, on a parlé des fédérations, des règlements. Mais au-delà de cette grande bataille juridique, il y a des répercussions très concrètes pour les joueurs. Et pas n'importe lesquelles, des stars de renommée mondiale qui étaient sur le terrain. Tous les enregistrements sont en train d'être passés au peigne fin et les conséquences pourraient être lourdes. Même une légende comme Sadio Mané, qui a pourtant tenté de calmer les choses, risquerait une suspension pour ses propos envers les officiels. Quant au gardien, Edouard Mendy, son comportement envers Brahim Diaz pourrait lui valoir une sanction qualifiée de très sévère. Mais le plus intéressant, finalement, se passe peut-être en coulisses, au sein même de la CEF. Parce que toute cette affaire révèle une fracture politique profonde. L'instance se retrouve face à un choix quasi impossible. Et ce visuel illustre parfaitement cette division. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'aile francophone. Eux, ils voudraient limiter la casse, des amendes, une suspension de l'entraîneur, bref, éviter le scandale de retirer un titre qui a déjà été célébré. Et de l'autre côté, l'aile réformatrice. Pour eux, c'est clair, le dossier marocain est juridiquement en béton. L'ignorer, ce serait s'exposer à une défaite encore plus humiliante devant le tribunal arbitral du sport. Bon, alors comment tout ça va se terminer ? Le coup de sifflet final de cette affaire, il n'a pas encore retenti. Voyons ensemble les prochaines étapes logiques. Le cheminement semble assez clair. D'abord, on attend une première décision de la CAF. Elle va probablement condamner le Sénégal, prononcer des suspensions individuelles, mais, et c'est presque une certitude, le verdict sur le titre de champion, lui, fera l'objet d'un appel. Et donc, la décision finale, elle appartiendra à la plus haute juridiction sportive qui soit, le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui résume tout. Quand toute la poussière sera retombée, par qui ce titre aura-t-il été décidé ?
Par les joueurs sur le terrain? Par les politiciens dans les bureaux? Ou par les juges dans un tribunal? C'est une question qui, franchement, laisse songeur sur l'avenir de la gouvernance du sport.